Salut à tous, c'est Alan Duke, j'espère que vous allez bien. Eh bien, pour cette 8e émission d'enquête, nous allons parler d'un sujet qui est très important pour moi puisque c'est quand même un outil que j'utilise énormément pour mes partages. Nous allons parler du monde du cinéma. Quand on parle de cinéma, il est clair qu'on ne peut pas passer à côté, on va dire, du support sur lequel le cinéma va utiliser le plus, on va dire, c'est l'image. Bien sûr, il y a aussi des textes, il y a aussi de l'audio, mais le cinéma, ça va être surtout la révolution du cinéma. Au moment où le cinéma va apparaître, ça va être surtout l'image. Et d'emblée, il est important de voir que ce mot image en français est l'anagramme parfaite au mot magie. Donc c'est comme si quelque part, encore une fois, au niveau de la langue des oiseaux et puis au niveau des élites qui ont peut-être voulu nous partager certains secrets, que derrière le monde de l'image, c'est-à-dire de la magie, et entendre derrière le mot magie, le mot magnétisme, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose à comprendre. Et le monde du cinéma, bien sûr qu'avant qu'on parle du monde du cinéma, comme on le connaît, nous avons plutôt, on va dire, des peintures, on va dire des peintres de la Renaissance qui seront quand même, on va dire, c'est le cinéma de l'époque, mais là on est vraiment limité à une seule image pour des siècles et des siècles, c'est-à-dire que c'est une seule image, mais qui regorgeait déjà de symboles. Nous avions déjà une forme de moyen pour transmettre de l'information de génération en génération à travers une œuvre picturale, donc une image. Après, avec le cinéma, bien sûr, on va toujours revenir sur cette même logique, mais là, nous ne sommes pas à une seule image, nous sommes à 24 images, donc à la seconde, là, et c'est là où vraiment on va pouvoir envoyer de l'information et nourrir les consciences des personnes pour qu'ils aillent nourrir, on va dire, des paradigmes. C'est-à-dire, on va vraiment pouvoir programmer grâce aux images les consciences des personnes. Pour cela, pour comprendre cela, il faut déjà s'intéresser au mot Hollywood. Donc, quand on parle de cinéma, bien sûr, le lieu principal qui a été, on va dire, même si le cinéma apparaît pour commencer en Europe avec les Frères Lumière et les premières productions qu'on connaît de Georges Méliès et tout ça, mais très vite, c'est l'Amérique, donc le nouveau continent, qui va s'approprier de cette nouvelle technologie pour créer donc des films. Et Hollywood, donc, de s'intéresser au mot Hollywood. Donc, pour les personnes qui ne sont pas trop fortiches en anglais, et les personnes me disent souvent, oui, Hollywood, ça veut dire wood, c'est du bois, et holy, donc c'est holy, donc sacré ou saint. Mais c'est faux puisque le mot holy en anglais, ça s'écrit avec un seul L quand on parle du mot saint, et dès qu'il y a deux L, donc on ne parle plus du bois saint, mais on parle de la forêt du bois de hou. Et le hou, donc H-O-U-X, qui est pour les personnes qui ne savent peut-être pas ce qu'est le hou, c'est si vous voyez les décorations chez les chrétiens de Noël sur les tables, maintenant c'est sur les tapisseries qui sont pré-imprimées, on va dire en papier, mais dans le temps, les gens mettaient sur leur table, ils mettaient une plante avec des pointes, donc assez piquants, et à l'intérieur il y avait des petites boules rouges, et on appelle ça du hou, H-O-U-X. Donc Hollywood veut dire forêt de hou. Et la forêt de hou, il faut savoir que c'était une forêt magique sacrée pour les païens chez les druides. Donc, avant qu'on parle de prêtres, de pasteurs et tout ce qu'on veut dans les religions actuelles, nous parlions des druides. C'était un petit peu, on va dire, les penseurs, les esprits, on va dire, les plus théologiques, etc., les personnes qui étaient vraiment les plus connectés, entre guillemets, avec le monde de la nature. Et à l'époque, on parlait bien sûr des dieux au pluriel dans le monde païen. Et ces fameux druides, qu'on peut aussi appeler mages, donc, et c'est là que va apparaître le mot magicien. Et le mot, donc, automatiquement, il faut savoir toujours, encore une fois, le relier au mot magnétisme, donc, les mages, les magiciens qui ont la connaissance on va dire, d'une règle absolue dans la 3D, c'est l'électromagnétisme. Mais, petit détail que j'avais moi-même zappé, et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que les mages qui étaient dans les forêts de hou, ce sont les mages noirs. Et les mages qui sont dans la magie blanche, c'est-à-dire les mages blancs, leur forêt sacrée, c'est la forêt de gui. Et c'est là qu'on comprend déjà quelque chose de très intéressant. Nous avons d'un côté les mages noirs qu'on va appeler Saruman, qu'on va appeler les Sith, qu'on va appeler comme vous voulez. Donc on est du côté obscur de la magie noire.
Nous avons donc la forêt de houx, et de l'autre côté, nous avons Gandalf, nous avons les Jedi, nous avons ce côté de lumière, entre guillemets, les mages blancs, et ceux-là, ils ont comme forêt sacrée, ils ont la forêt de gui. Et donc Hollywood, apparemment, c'est des mages noirs. Nous avons des personnes qui seraient plutôt du côté de la force obscure. Et donc, ce que j'ai compris avec le cinéma, enfin, je vous réserve pour la fin de cette émission vraiment, on va dire, la petite cerise au-dessus du gâteau pour vraiment expliquer le côté dangereux, entre guillemets, du cinéma. Mais on va continuer maintenant sur ce sujet cinématographique, donc du cinéma, pour expliquer combien le cinéma a toujours été là pour transmettre aux personnes des versions d'histoire qui sont complètement fausses, où les personnes, en voyant ces films, ils ont vu Moïse, par exemple. Quand on prend le fameux Les 10 commandements de Cécile B. 2000, les personnes, bien sûr, qui vont croire en Moïse, puisqu'ils l'ont tous vu. Oui, mais les gens, ils oublient que ce n'est pas Moïse, c'est Charlton Heston. Donc, et c'est là où on comprend un petit peu aussi ce côté... bon, après, sur Moïse, je pourrais vous faire toute une tartine, entre guillemets, pour vous expliquer que Moïse n'est rien d'autre qu'un symbole, encore une fois, qui vient des légendes juives, hébraïques, donc qui est rien d'autre qu'un plagiat, un copier-coller d'un dieu égyptien qui s'appelle Amon-Ré, ou Amon-Ra. Et Moïse n'est rien d'autre qu'une autre version de ce dieu très important dans la mythologie égyptienne. Et donc, Hollywood ne fait rien d'autre que ça, c'est-à-dire, si vous prenez maintenant les premiers films hollywoodiens les plus connus, ça va être les westerns, bien sûr, mais combien de jeunes personnes, de générations, ont été, on va dire, éduquées dans l'idée que les cow-boys, c'était les gentils et qui se faisaient toujours attaquer par les méchants Indiens. Alors que si on reste dans une logique un petit peu normale, de dire, mais attends, les Indiens, ce sont les autochtones, ce sont les personnes qui ont vécu là depuis toujours, c'est comme si demain je débarquerais chez vous et je dirais, bon maintenant, la moitié de votre maison, ou bien même carrément toute votre maison, elle m'appartient. Et après, on s'étonne d'avoir une réaction belliqueuse par rapport à des personnes qui n'ont rien demandé à personne. C'est-à-dire, on vient les attaquer, il est tout à fait logique qu'ils se défendent. Mais Hollywood a quand même, et c'est seulement dans des productions, on va dire, beaucoup plus on va dire contemporaines, où on a des autres versions, où on voit que petit à petit, ils ne peuvent plus vraiment cacher aux personnes aussi qui s'éveillent la réalité, c'est-à-dire que les Indiens ne sont pas plus méchants que les cow-boys, et c'est ça justement aussi, au moment où on s'éveille, c'est ça un peu la pilule rouge, c'est de prendre conscience, parce que, on va dire, pour les personnes qui sont encore dans l'illusion de la dualité, donc d'un côté on a les gentils cow-boys et de l'autre côté les méchants indiens, une personne qui s'éveille réellement prend conscience qu'il n'y a nulle part des bons et des méchants, c'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à une seule élite, donc qu'on appelle les Illuminati, donc qui contrôle le monde depuis maintenant des siècles, voire des millénaires, qui contrôlent en gros tout, grâce à leur pouvoir on va dire, qui est basé sur le système mercantile, donc ils achètent tout, ils possèdent tout, ils contrôlent tout. Tous on va dire les instruments qu'ils peuvent utiliser pour nous asservir, pour nous contrôler, ils vont tout de suite automatiquement, dès que cette invention est faite, ils vont la contrôler pour pouvoir l'utiliser d'une certaine manière contre nous, ou pour nous contrôler justement. Et Hollywood est un véhicule qui leur sert d'une certaine manière, mais c'est là où après où je vais vous dire aussi que dans le monde d'Hollywood, il y a aussi des choses qui nous éveillent. C'est-à-dire pour la personne justement qui a pris conscience qu'il n'y a pas que des Indiens et des cow-boys, ou bien les Indiens sont les méchants et les cow-boys sont les gentils, mais de voir que derrière le film que je suis en train d'observer, il y a aussi de l'information, quand je le regarde d'une manière neutre, qui va m'apporter aussi, qui va me faire comprendre énormément de choses. Et là, il y a plein de films que je cite régulièrement, comme The Matrix, comme donc Le Magicien d'Oz. Là, on est au début du cinéma, donc les années 30. Donc des films comme Magicien d'Oz, où il y a déjà énormément d'informations. Donc celui qui a l'intelligence de voir le film avec une certaine neutralité, d'une certaine manière, va pouvoir pêcher justement l'information dont il a besoin. Et comme à l'accoutumée, il faut toujours se dire que la personne va toujours voir derrière une œuvre ou n'importe quoi ce qui vibre le plus en lui. C'est-à-dire si je suis dans la colère, dans la haine, ça va être surtout cette partie, on va dire, guerrière qu'il y a dans le film qui va m'impacter. Par contre, si j'ai une approche beaucoup plus philosophique, beaucoup plus neutre, entre guillemets, d'observation, je peux automatiquement aussi voir le film, le message qui est caché derrière le film d'une manière beaucoup plus subtile. Et là, pour vous donner un exemple, vous prenez un film comme par exemple Lucie de Luc Besson, eh bien il y a des personnes qui ont simplement vu le côté, on va dire, où ça tire dans tous les coins,
alors qu'une personne qui est un petit peu éveillée va voir que derrière cette histoire de cette jeune fille qui se transforme, qu'il y a un message beaucoup plus important caché derrière. Un personnage de BD très connu qui a marqué, on va dire, le début des années 80, qui a été filmé par Hollywood justement, qui a été un blockbuster pour l'époque, c'est bien sûr Superman. Et le personnage de Superman, là on voit vraiment aussi comment les élites justement utilisent les symboles pour nous diriger, pour nous inceptionner, comme on dit. Après, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Inception. Le terme Inception veut dire glisser une pensée, une information dans une personne d'une manière subliminale. C'est-à-dire que la personne n'en est pas vraiment conscience. C'est-à-dire Superman. Quand on parle de Superman, il y a beaucoup de personnes qui ont zappé cette information, que Superman est en réalité rien d'autre qu'une version moderne du Christ, du Sauveur, Jésus-Christ. C'est-à-dire que, et encore une fois, les personnes, au lieu de faire un travail sur eux-mêmes pour comprendre que le seul vrai sauveur, c'est eux-mêmes, en œuvrant sur eux-mêmes, donc à travers le processus de la purification de l'âme à tiers, c'est-à-dire de travailler en soi pour vraiment s'aligner intérieurement et de ne pas aller chercher le sauveur à l'extérieur, c'est-à-dire que Superman est une énième version, encore une fois, pour tout le temps maintenir les personnes dans cette forme d'attente d'un sauveur providentiel qui viendrait un jour, qui soit sous la forme d'un Christ, d'un super-héros, d'une race extraterrestre qui débarquerait pour nous sauver, etc. Donc, quand on connaît l'histoire de Superman, après, on va regarder quelles sont les origines, entre guillemets, de Superman. Eh bien, c'est très simple. Avant la création de Superman, en 1933, nous avons un personnage de BD aussi, donc ce n'était pas encore un personnage filmé, mais une caricature qui est connue qui s'appelle Uncle Sam. Et quand on voit déjà le mot Uncle Sam, on voit bien le U de Uncle et Sam qui commence par SA, USA. Donc tout simplement, Oncle Sam, il est là pour nourrir une forme de patriotisme chez les gens. Donc cet oncle qui va relier les Américains entre eux et qui dit carrément « I want you for US Army ». Donc je te veux pour l'armée américaine. Et quand on voit que l'Amérique, ce pays qui existe que depuis environ 3 siècles, voilà, ils ont eu en gros une 25 années où ils n'étaient pas en guerre, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais connu de vraie guerre, à part leur guerre de sécession, donc où il y a eu un moment donné où il y a eu des divergences entre les pays du Sud et les pays du Nord, les États du Nord et les États du Sud, donc, mais l'Amérique n'a jamais connu de réelle guerre, à part les guerres qu'elles ont faites à travers le monde. Donc c'est vraiment, parce que c'est le fer de lance en même temps du système babylonien, les Américains ils sont rien d'autre que l'armée entre guillemets de ce système babylonien, donc il faut toujours créer des personnages qui créent cette unité nationale d'un pays qui est une aberration de toute manière. Bon là, suivez les travaux de Jordan Maxwell pour comprendre qui a créé les États-Unis. Est-ce que pour moi le mot USA veut tout simplement dire union de sociétaires anonymes, c'est-à-dire ça a toujours été contrôlé par des sociétés anonymes, comme à l'origine avec la Virginia Company of London, c'était une entreprise sous couvert de sociétés anonymes, donc pour la conquête, la colonisation de ce qu'on va appeler plus tard les USA. Donc ce pays Amérique a cet oncle Sam, justement, qui représente cette image pour rassembler l'unité nationale, voilà, patriotique et tout ça. Et en 1933, on peut dire que oncle Sam part en pension, puisqu'il va être remplacé par un autre personnage qui s'appelle Superman. Dans Superman, le USA il est aussi caché dedans, pas aussi visible entre guillemets que Uncle Sam, mais bon, mais il porte des couleurs quand même très intéressantes. Le bleu, le rouge, le jaune, mais surtout le bleu et le rouge. Et vous voyez aussi les images du Christ, on aura toujours ces deux couleurs-là. Les deux couleurs très importantes par rapport à la manière qu'ils ont aussi de nous inceptionner, toujours cette idée de dualité, que nous devons toujours faire un choix, porter un choix entre le bleu ou le rouge. Au moment où les Anglais bataillaient contre les Français, nous avons eu quand même pendant un certain temps quand même des divergences entre les forces napoléoniennes ou n'importe quoi, ou bien l'histoire de France et d'Angleterre, ça a été toujours ça, mais souvent donc les Anglais portaient des uniformes rouges alors que les Français portaient des uniformes bleus. Alors c'est intéressant de voir la création de la Russie, qu'on appelait à l'époque justement du communisme les rouges, et de l'autre côté les Américains en bleu. Quand vous jouez au baby-foot, vous avez des personnages bleus, des personnages rouges, et même sur le stade de foot, vous aurez souvent des maillots rouges, des maillots bleus. Donc cette couleur de rouge et de bleu est vraiment deux couleurs très importantes pour maintenir
en tête cette idée de dualité que nous devons toujours avoir en nous, alors qu'en réalité, nous devrions rentrer dans une certaine forme de neutralité pour plus nourrir cette illusion de dualité. Mais encore une fois, pour les élites babyloniennes, pour que la pompe Afrique, elle fonctionne, il faut toujours qu'il y ait deux forces contraires qui s'entretuent. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait toujours cette idée de deux entités pour justement faire fonctionner cette pompe Afrique. Et donc, Superman, quand on voit qui c'est, donc la création de Superman, c'est intéressant. Bon, c'est deux auteurs américains qui sont juifs quand même à la base. Ils s'appellent Jerry Siegel et Joe Shuster. Pourquoi je vous dis qu'ils sont juifs? Pourquoi c'est important? Ben, tout simplement à cause du vrai nom de Clark Kent, alias Superman. Donc, il ne s'appelle pas Clark Kent, son vrai nom c'est Kal-El. Et son père c'est Jor-El. Jor-El qui veut dire donc, le mot El, c'est le mot El qui est très important. El en hébreu, ça veut dire Dieu. Après on va parler des Elohim ou comme ça, mais El c'est Dieu en gros. Chez la version arabe, ça va être Al, chez les Hébreux, on va dire El. Donc, Jor-El, le père, envoie son fils Kal-El, donc sur Terre, mais comme un sauveur. C'est-à-dire que, et alors dans la fameuse séquence où la planète Krypton se menace d'exploser, justement, elle va exploser d'ailleurs, le père il met son fils dans une sorte de vaisseau spatial qui est fait de cristaux, tout en cristal. Il pose, et c'est Marlon Brando qui incarnait le rôle de Jor-El, donc du père, au moment où il met son enfant Kal-El dans son vaisseau pour le sauver, il dit « Dorénavant, tout mon savoir t'appartiendra, et ainsi le Fils deviendra le Père, et le Père le Fils. » À cela, je dis, il manque juste encore le mot « Amen » derrière, pour faire le lien, encore une fois, entre la légende du Christ et celle de Superman. C'est-à-dire que vraiment derrière la création de Superman, on va utiliser tout le symbolisme christique du Christ pour créer un autre sauveur contemporain qui va encore une fois nourrir cette conscience de sacrifice aussi, de se sacrifier, parce que Superman il est prêt à se sacrifier pour sauver l'humanité. Et dans un épisode qui était sorti courant année 2000 par là, il y avait donc une séquence où nous voyons Superman justement faire un effort titanesque pour sauver la Terre. Donc il y avait un continent qui s'était créé dans l'océan Atlantique, un énorme continent qui s'était créé. Lex Luthor, l'ennemi juré de Superman, avait balancé un cristal dans l'océan. Ça avait créé un énorme continent. Et puis voilà, et puis Superman à un moment donné, il balance ce continent hors de la Terre, donc il la balance vers le Soleil, mais il est tellement exténué par l'effort qu'il vient de faire qu'il va tomber sur Terre les bras en croix. Donc, encore une fois, nous voyons tout le symbolisme du Christ par rapport à Superman. Et alors vous pouvez dire, mais c'est quoi le mal là derrière? Ben, tout simplement la date de la sortie de Superman. Superman sort en 1933. C'est-à-dire la montée du Troisième Reich des nazis est déjà en place, c'est-à-dire petit à petit les nazis se mettent en place. Et je m'imagine très simplement, imaginons une jeunesse américaine qui découvre dans le journal, parce qu'à l'époque c'est surtout dans les journaux où il y a un petit feuilleton journalier, donc en BD qui paraît, où il y a les aventures de Superman. Ce petit jeune se dit quand je serai grand, quand je serai vieux, je serai Superman. Je veux être comme Superman, je veux sauver le monde. Bon, après, on va dire le temps passe, donc nous sommes dans les années 40, 41, 42, 43, 44, juin 44, on connaît la date du juin 44, donc ce petit jeune, entre-temps, il a quoi, 18, 19, 20 ans, ça dépend, et il a pris conscience qu'il ne sera jamais Superman, qu'il ne peut pas sauver le monde, mais l'armée américaine lui donne sa chance pour sauver l'Europe. Donc, et c'est là qu'on comprend le côté sournois derrière ce personnage. Et là, c'est un exemple que je vous donne par rapport au cinéma. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner des tonnes. Là, on a vraiment, on va dire, c'est pour ça aussi, bon, j'ai souvent, je l'avoue, des t-shirts avec Superman, le symbole de Superman. Mais on va dire, c'est parce qu'encore en même temps, voilà, j'aime bien le cinéma, j'adore tout ça, mais j'ai compris aussi les arnaques qui sont cachées derrière. C'est pas parce que je porte un t-shirt Superman que je me prends pour Superman. Et si de tous les super-héros, celui que je devrais dire le plus intéressant, malgré tout, ça reste Batman. Donc Batman, c'est un personnage beaucoup plus terre-à-terre, c'est un humain parmi les humains, il n'a aucun super pouvoir, mais cet homme est celui qui a réussi à vaincre sa peur, c'est-à-dire les chauves-souris à la base, puisque en tant qu'enfant, il avait énormément peur des chauves-souris, il a réussi à vaincre sa peur et il va utiliser ce symbole justement pour effrayer ses ennemis. Et Batman, c'est un personnage 1000 fois plus intéressant.
et qui nous concerne beaucoup plus que Superman. Donc c'est simplement pour vous donner cet exemple-là. Comme je vous l'avais promis, nous arrivons déjà, le temps passe tellement vite avec ces vidéos, donc 30 minutes c'est court. Et je vous avais dit que j'allais vous réserver, on va dire, une cerise sur le gâteau. C'est-à-dire le cinéma, la partie la plus sournoise du cinéma, et ça c'est quelque chose qui est hyper important à saisir, à comprendre. Je l'avais déjà compris, entre guillemets, avec les jeux vidéo, où j'expliquais aux personnes, parce que par rapport au cinéma, il faut savoir que quand vous rentrez dans une salle de cinéma, aussi longtemps que la lumière est allumée autour de vous, vous êtes dans la salle de cinéma, à côté de votre partenaire, à côté de vos amis, et donc vous êtes dans le cinéma. Mais dès que la lumière s'éteint, que l'écran s'allume, vous n'êtes plus dans le cinéma, mais vous êtes dans le film. Et là, ce que j'avais déjà compris depuis longtemps, et c'est même expliqué par des scientifiques, entre guillemets, des psychologues, des personnes qui s'intéressent à tout ça, ils disent bien que notre cerveau, automatiquement, notre conscience se met dans un état hypnotique d'une certaine manière, de transe. C'est-à-dire que pour pouvoir apprécier le film pleinement, vous n'êtes plus vraiment dans la salle de cinéma, mais vous êtes aux côtés d'Indiana Jones, par exemple. Et c'est important, puisque sinon, vous ne pourriez pas vraiment bénéficier, on va dire, de la plénitude de ce spectacle que vous avez devant vous. Vous seriez toujours localisé en conscience dans la salle, et il y aurait toujours cette séparation. Mais comme votre esprit se met dans un état hypnotique d'une certaine manière, qu'on peut appeler aussi de transe, et c'est là qu'on comprend aussi le mot image, magie, magnétisme, et c'est là que la programmation va commencer à se faire. Donc c'est un point très important. Donc les jeux vidéo, par exemple, je dis aux personnes, mais les gosses qui jouent tout le temps à ces jeux-là, c'est comme du cinéma. C'est-à-dire ils ne sont plus dans la pièce, mais ils sont dans le jeu. Et c'est encore pire puisqu'ils sont carrément, cette manette qu'ils ont entre les mains, bon, maintenant c'est sans câble, mais à l'époque où il y avait un câble, je disais mais c'est comme un cordon ombilical qui le relie directement au personnage qui vit pleinement la situation. C'est-à-dire qu'au niveau de l'impact sur la psyché de la personne, je ne vous dis pas les dégâts ou bien l'impact que ça peut avoir, donc dans le développement du jeu. Mais ce que j'avais pas vraiment encore saisi, et ça c'est la cerise justement sur le gâteau, et c'est ça le point le plus important à comprendre, c'est qu'au moment, et ça c'est aussi par rapport à des jeux de guerre par exemple, quand vous laissez votre enfant jouer à des jeux de guerre, il y a des personnes qui disent mais voyons c'est qu'un jeu, laisse-le faire c'est qu'un jeu. Je dis non c'est pas un jeu. Pour la conscience, tuer, c'est-à-dire le cerveau, la conscience ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. C'est-à-dire que quand une personne tue un personnage virtuel, il tue. L'intention de tuer, et comme il y a justement cette déconnexion, c'est-à-dire du monde dans lequel on est, et on se projette dans un autre monde, la conscience ne fait pas de distinction entre la réalité et le virtuel. Donc quand vous allez au cinéma et que vous observez un film, n'importe lequel, c'est le même phénomène qui se produit bien sûr, c'est-à-dire que quand vous sortez de la salle de cinéma pour entrer dans le film, votre cerveau, votre conscience ne fait pas la différence entre la réalité tridimensionnelle dans laquelle vous êtes et justement le moment où vous êtes dans le film, projeté dans le film. Et c'est là qu'intervient justement la programmation du futur. Donc imaginez, vous allez voir un film de science-fiction. Donc dans l'épisode que je vous ai proposé où je vous parlais de transhumanisme justement, où je vous parle d'un monde robotique qui est donc complètement contrôlé par des robots. Justement, il y a énormément de films hollywoodiens qui nous parlent de ces sujets-là. Donc quand vous allez au cinéma et que la lumière s'éteint et vous rentrez dans une autre réalité, c'est-à-dire vous n'êtes plus ici et maintenant, votre vérité est celle que vous vivez dans le film. Donc sans le savoir, vous êtes en train de nourrir l'égrégore qui nous dirige vers ce monde-là. Puisque c'est la réalité que vous vibrez dans l'instant. Et là, on ne parle pas de 1000 spectateurs, nous ne parlons pas de 10 000, de 100 000, nous parlons de millions de spectateurs qui, au moment de cette projection qui va durer entre 2 heures, 2 heures et demie, vous ne nourrissez plus la réalité dans laquelle vous vivez, mais vous êtes en train déjà de nourrir une autre réalité à venir. Et c'est comme ça que le monde du cinéma, il utilise nos consciences pour nous diriger vers ce que les élites babyloniennes aimeraient voir dans la 3D, se manifester. Mais pour qu'elle se manifeste, elle doit être nourrie. Et pour ça, il faut que les personnes soient dans l'instant, ici et maintenant. Tout se joue ici et maintenant. Et c'est là qu'on comprend le danger d'Hollywood. Maintenant, on aurait par exemple des films, des productions de l'ordre La Belle Verte, des choses qui sont un petit peu plus de cet ordre-là. Là, ce serait OK. C'est-à-dire, on se dirigerait plus dans ce sens-là.
Mais la plus grosse part des réalisations qu'on observe actuellement vont être des films de science-fiction qui nous parlent souvent justement de transhumanisme, donc de tout ce côté science-fiction. Et c'est là qu'on comprend automatiquement comment cet outil, encore une fois, puisque c'est un outil pour les élites qui contrôlent le monde, combien cet outil peut nous desservir, c'est-à-dire et aussi, comment dire, contrôler nos esprits pour aller vers la réalité vers laquelle eux, ils veulent nous diriger. À eux seuls, c'est-à-dire cette élite qui domine le monde depuis maintenant des siècles, voire des millénaires, c'est une minorité d'individus. Ce ne sont pas des millions de personnes. Nous parlons ici de, je vais dire, je ne sais pas, un millier, je ne sais pas combien ils sont en réalité, de personnes qui ont ce savoir et qui se le transmettent de génération en génération. Mais ils ne peuvent pas créer à eux seuls le monde à venir. Ils ont besoin de tous les co-créateurs, c'est-à-dire nous, pour pré-créer une autre réalité donc, que celle que nous vivons, donc pour nous diriger vers un scénario réel qui va devenir une réalité. Et c'est là où on comprend, donc je vous répète encore une fois, le monde du cinéma, quand vous regardez un film, vous n'êtes plus ici dans votre réalité tridimensionnelle, mais vous êtes dans l'autre réalité qui vous est proposée devant les yeux. Et comme le cerveau, la conscience ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, sa vérité sera celle que vous observez, dans laquelle vous êtes projeté. Et c'est ça le danger, justement, du cinéma. Donc, après, pour éviter éventuellement ce problème, faites comme moi, puisque je vais quand même toujours au cinéma, c'est de dire, je vais m'informer, je vais voir ce que les élites sont en train de nous montrer, mais ma réalité, c'est par exemple Éden. Ça, c'est mon monde à moi. Ça, c'est ma réalité vers laquelle je vois mon fils, mon petit-fils, etc. C'est vers cette réalité-là et aucune autre. Mais je vais m'informer. Donc, mais malgré tout, je peux vous assurer, j'ai eu quand même un petit choc, moi qui suis fan de cinéma, en prenant conscience de ce fait-là. Voilà, c'est très important ce sujet. Comprenez-le, le cinéma est extrêmement important. Vous voyez bien combien les productions sont importantes. On va investir pas 50 millions, on est à des budgets de 200, 250, 300 millions. Ce n'est pas pour rien. D'abord, ils vont aussi, bien sûr, de nouveau récupérer énormément d'argent. Mais derrière tout ça, il y a vraiment, par rapport aux magiciens noirs, Hollywood, d'accord, pas les magiciens blancs, donc de nous inceptionner une réalité vers laquelle ils aimeraient qu'on aille. Et oui, que voulez-vous? Donc c'est comme ça, le monde du cinéma, c'est ma passion. J'ai commencé comme ça, j'avais 16 ans à l'époque, donc j'ai commencé tout doucement à me faire ma petite collection de vidéos. Et puis aujourd'hui, je découvre que c'est ce moyen que j'utilise pour m'éveiller d'une certaine manière, et aussi, on va dire, la part sombre de du monde dans lequel nous sommes, qui a quelque chose de très, on va dire, ambigu par rapport au cinéma. Donc, je finis là-dessus. Donc, je vous remercie de m'avoir vu. Je vous dis merci. Bien sûr, le mois prochain, il y aura un autre épisode d'enquête. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!